centaines de tremblements de terre ont lieu chaque année. Certains prennent une ampleur catastrophique. Des séismes qui adoptent des formes différentes et dont les scientifiques commencent peu à peu à décrypter les mystères et à prévoir leur probable déclenchement. Les tremblements de terre font l'objet d'une attention toute particulière. Ils peuvent anéantir une ville en quelques secondes. Donc c'est beaucoup d'énergie qui s'accumule et qui se libère instantanément. C'est très brutal et c'est très violent. Des villes entières qui s'effondrent comme des châteaux de sable. Il n'y a rien de pire que les tremblements de terre. Si on regarde les catastrophes qui ont causé le plus de morts autour de notre courte histoire, de l'homme par rapport à ces phénomènes géologiques, le séisme figure au premier rang. Des milliers de scientifiques de par le monde étudient leur fonctionnement pour connaître les zones où la Terre va se déchirer. Déceler le moment où la croûte terrestre commence à craquer, c'est le grand défi des sismologues. Une des pistes, en tout cas, de recherche actuelle, c'est de mieux comprendre ce phénomène d'endommagement des roches avant un tremblement de terre. En attendant de nouvelles percées dans la recherche, des cités de millions d'habitants sont construites au-dessus de failles géantes, comme Port-au-Prince en Haïti, où en 2010, un tremblement de terre a fait des ravages. Tous les ingrédients négatifs étaient en place pour qu'un séisme de magnitude importante, mais enfin pas extrême, malheureusement conduise à la catastrophe qu'on a connue. Au Népal, des milliers de personnes ont trouvé la mort. 500 000 maisons détruites, pour un séisme qui a tout ravagé sur des dizaines de kilomètres. C'était une zone qui était surveillée depuis le début des années 2000 par du GPS qui mesure la déformation lente. L'Italie est sous une menace permanente. Le 24 août 2016, un séisme bouleverse tout un peuple en ravageant la ville d'Amatrice. La terre s'est mise à trembler dans tous les sens, provoquant des destructions dramatiques. Et le risque est toujours présent. Il est clair, c'est presque écrit, qu'il y aura d'autres séismes catastrophiques dans le centre de l'Italie. La prochaine catastrophe majeure est bien là, sous nos pieds. Impossible à détecter en surface, tapis dans les profondeurs. Tokyo, Istanbul, Los Angeles, certaines des plus grandes villes du monde sont menacées. Heureusement, la connaissance des séismes est de plus en plus précise. La science est aujourd'hui capable de localiser les zones géographiques où la Terre est sur le point de trembler. Les chercheurs du monde entier travaillent sur une seule question à présent, celle de l'instant où tout va basculer. Il y a une voie de recherche qui est celle des précurseurs, déjà. Donc c'est d'essayer de voir si, de manière systématique, il y a des phénomènes qui seraient observables quelques jours, quelques heures avant un séisme. Le mystère du déclenchement des tremblements de terre reste la plus grande énigme à laquelle les scientifiques sont confrontés. Les tremblements de terre font partie des catastrophes les plus redoutées au monde. La terre qui s'ouvre en deux, engloutissant des immeubles entiers. Des maisons s'écroulant comme de simples châteaux de cartes. Et des secours travaillant jour et nuit pour sauver quelques vies sous les décombres. Ces images-là font régulièrement le tour du monde. Pourtant, la violence des séismes et des destructions qu'ils entraînent est aussi l'expression d'une planète en pleine santé. Les séismes, c'est l'expression d'une terre vivante. Donc c'est vrai qu'on le voit comme une catastrophe, donc comme un risque naturel, mais de manière globale, c'est aussi signe c'est ce qui nous permet de vivre sur Terre, de rendre cette Terre habitable. Si la Terre tremble par moments, c'est parce que la planète sur laquelle nous vivons a le cœur chaud. C'est lié vraiment à sa naissance, c'est-à-dire que c'est des météorites qui se sont agrégées les unes aux autres pour finalement faire une grosse boule de neige. Et l'énergie de ces météorites qui se sont rencontrées les unes dans les autres s'est transformée en chaleur, qui est restée accumulée au sein de la Terre.
Au centre de la Terre, il existe donc une énergie considérable. 5000 degrés au cœur du noyau. Il se produit un flux de chaleur qui fait lentement se mouvoir des roches plus ou moins solides. Cet intérieur de la Terre, ce qu'on appelle le manteau terrestre, en fait, ce sont des roches solides qui se déforment un peu comme du chewing-gum parce que certaines régions de ce manteau sont plus denses que d'autres, donc elles ont tendance à descendre par gravité. D'autres sont plus légères, donc en contrepartie, elles vont remonter. Tout ça dans ce matériau type chewing-gum. Le problème, c'est que ces zones de roches plus ou moins denses sont rattachées aux roches froides et dures qui sont en contact avec l'atmosphère. Ces roches dures forment les 12 grandes plaques tectoniques qui se déplacent à la surface, s'écartant et se rentrant parfois dedans. De quelques millimètres à plusieurs centimètres chaque année. Les roches dures se trouvent ici, dans ce que l'on appelle la croûte terrestre, une peau extrêmement fine d'une trentaine de kilomètres en moyenne, comparée aux 6400 km du rayon de la Terre. Les entrailles de notre planète sont continuellement en mouvement. Les scientifiques observent en permanence comment les roches situées sous les plaques tectoniques se déplacent, dans quel sens et avec quelle vitesse. Un peu partout sur la surface du globe, sur les montagnes comme sur les grandes plaines, a été installé un immense réseau de balises GPS. Il permet aux scientifiques de suivre les déplacements des grandes plaques qui forment l'enveloppe, pleine de creux et de bosses de la Terre. Quand on regarde là où se placent sur le globe les séismes, là où ils sont localisés, depuis qu'on les mesure finalement, depuis les années 60, on voit, si on regarde ça à l'échelle globale, donc à l'échelle du globe, on voit que cette localisation des points rouges, finalement, qui seraient les séismes, délimite très précisément des pièces de puzzle. Les mouvements des pièces de ce puzzle géant sont des phénomènes géologiques d'ampleur très importante. Les grandes plaques sont de dimension continentale. Inde, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Certaines délimitent, telles des frontières invisibles, les grands blocs terrestres. On en dénombre une douzaine. Les technoniciens, ces scientifiques qui étudient les déformations de la croûte terrestre, s'intéressent plus particulièrement aux plus petites. De la taille de plusieurs pays, elles sont d'une grande utilité pour rendre plus fluides les ajustements qui ont lieu en permanence entre les plaques géantes qui s'écartent ou se rapprochent les unes des autres. Parfois, il y en a des petites qui vont permettre d'accommoder des petits mouvements, justement. Il y a une grosse plaque qui va bouger, et pour permettre des petits mouvements, pour que tout reste sur cette Terre, hein, il y a des petites plaques qui coexistent. Ces plaques se déplacent les unes par rapport aux autres de quelques centimètres au maximum chaque année. Elles peuvent s'écarter et créer des fosses profondes, ou bien s'affronter. Dans les zones où les plaques se rencontrent, on constate que certaines glissent l'une contre l'autre, dans un mouvement horizontal. Autre possibilité, les plaques se chevauchent, l'une plongeant sous l'autre. Ce dernier processus génère l'essentiel des tremblements de terre qui affectent la vie des hommes. C'est ce qu'on appelle les zones de subduction. Il y en a aux Antilles pour ce qui concerne le territoire français. Et là, lorsque la plaque plonge, elle peut casser alors qu'elle est en train de plonger. Donc là, ça peut être plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Ce moment où les plaques ne parviennent plus à se comprimer l'une contre l'autre et qu'elles craquent brutalement, c'est l'instant T d'un séisme. Donc c'est beaucoup d'énergie qui s'accumule et qui se libère instantanément. C'est très brutal et c'est très violent. La vie de la Terre révèle bien des surprises. Il existe un autre type de phénomène aux conséquences beaucoup moins violentes, ce que les scientifiques appellent les séismes intraplaques. Au cœur des grandes plaques tectoniques, des failles peuvent parfois occasionner des tremblements de terre. Une façon pour la planète de réajuster les pressions qui règnent au sein de la croûte terrestre. C'est ce genre de sismicité de faible magnitude que l'on observe en France métropolitaine. La magnitude permet de rendre compte de la violence d'un séisme. Plus le séisme a libéré d'énergie, plus la magnitude, c'est-à-dire sa mesure, est élevée. Et c'est grâce à l'échelle de Richter que l'on va pouvoir apprécier la force d'un tremblement de terre. Inventée en 1935 par le sismologue américain Charles Francis Richter, cette échelle de mesure n'a pas de plafond.
Elle est dite ouverte et est calculée à partir de l'amplitude du mouvement vibratoire du sol. De 2 à 5,9, on dit qu'elle est faible à modérée. On compte au total près de 100 000 séismes de cette amplitude chaque année. À partir de 6, la magnitude est dite forte. En termes d'ordre de grandeur, ce qui est important à savoir, c'est que si on passe d'un degré à un autre, par exemple de 5 à 6, l'énergie est dissipée de l'un à l'autre, la différence est de 30, un facteur 30. En passant d'un degré à l'autre, un séisme est donc 30 fois plus violent. De 8 à 8,9, le séisme est dit majeur. Il peut causer des dommages à des centaines de kilomètres à la ronde. On en mesure un tous les ans. Il y a enfin le séisme dévastateur qui commence à 9. Celui-ci a été mesuré à une seule reprise, au Chili le 22 mai 1960, à 19h11. 9,5 sur l'échelle de Richter et des milliers de victimes. Aujourd'hui, l'échelle n'a pas de limite supérieure. 11, 12, 13 niveaux, personne ne sait jusqu'à quel point cette force de la nature peut libérer d'énergie. Et c'est ce qui inquiète les spécialistes. Mais ce n'est pas forcément une magnitude élevée qui va engendrer le plus de dégâts. La nature du sous-sol est une donnée très importante que les scientifiques prennent aujourd'hui en compte. En effet, si le terrain est mou, comme ici à gauche, s'il est composé de sable ou d'argile par exemple, les ondes sismiques trouvent un terrain favorable pour déployer leur énergie. Un sol tendre peut même augmenter l'intensité des ondes. En revanche, à droite, avec un terrain composé de roches dures, les ondes ont plus de mal à se frayer un chemin. Ce sol va réduire les effets destructeurs des ondes sismiques. L'exemple le plus marquant, c'est celui d'Haïti, l'une des pires catastrophes de notre ère moderne. Plus de 250 000 morts. Port-au-Prince, la capitale en partie détruite, et 300 000 familles sans habitation. Haïti, autrefois surnommée la perle des Antilles, aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres au monde. En 2010, sa capitale Port-au-Prince, 1 million d'habitants, va connaître l'une des plus grandes catastrophes de son histoire. Il est tout juste 16h53. Aucun signe avant-coureur n'a eu lieu. Et dans 5 petites secondes, la ville va s'écrouler. Le grand séisme de 2010, c'est d'abord un mouvement des plaques tectoniques bien connu des spécialistes. La plaque nord-américaine se déplace vers celle des Caraïbes. Ces deux plaques ont tendance à coulisser l'une par rapport à l'autre, comme s'il s'agissait finalement de deux trains qui glisseraient sur les rails d'un même quai, d'accord, dans les sens inverses, l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça qui provoque les frottements, c'est ça qui provoque le séisme. La rupture responsable du tremblement de terre s'est produite à une profondeur de à peine 10 km, c'est-à-dire très en surface par rapport à l'épaisseur, on va dire, de la Terre elle-même comme sphère. Et c'est l'extrême superficialité, la proximité par rapport à la surface qui est responsable de la très grande résonance que ça peut avoir à la surface. Donc si ça s'était produit beaucoup plus en profondeur dans le sol, on en l'aurait moins ressenti. Donc plus la rupture se fait à proximité du sol, plus les effets en sont bien entendu sensibles. Le séisme est dû à ces deux plaques qui s'affrontent depuis des millions d'années. Comme deux lutteurs de sumo, elles mesurent leur puissance jusqu'à ce qu'il y en ait une qui lâche brutalement. Le lieu où le point de blocage entre les deux plaques tectoniques finit par se rompre s'appelle l'hypocentre. La violence y est telle que les fameuses ondes sismiques jaillissent et se propagent à plusieurs kilomètres. Ce sont elles qui font trembler le sol. Dans le cas du séisme d'Haïti, on avait mesuré par GPS depuis environ 10 ans avant le tremblement de terre les vitesses auxquelles bougeaient les plaques l'une par rapport à l'autre, donc de l'ordre de 7 mm par an. Vous voyez que c'est petit.
C'est petit, mais 7 mm par an sur 250 ans depuis les grands séismes du XVIIIe siècle, ça veut dire qu'il y avait à peu près 1,50 m de déplacement cumulé, accumulé dans les roches en fait, qui s'est libéré le jour du tremblement de terre. Des séismes de magnitude 7, on en compte plus d'une dizaine chaque année sur l'ensemble des plaques tectoniques. Mais contrairement aux autres tremblements de terre, en Haïti, le bilan est effroyable. Par comparaison, le séisme de Loma Prieta qui a eu lieu en Californie en 1989, qui avait la même magnitude, qui était donc épicentre juste au sud de Los Angeles, dans une zone très peuplée, a causé, si mes souvenirs sont bons, 16 morts. Alors des dégâts matériels importants, il n'y a pas de doute, il a coûté cher, mais très peu de victimes. Un séisme de même magnitude, mais 250 000 morts et plus de 300 000 sans-abri à Port-au-Prince. Comment peut-on expliquer une telle différence? L'extension urbaine de Port-au-Prince s'est faite de façon totalement incontrôlée. Les gens se sont installés dans les ravines, c'est-à-dire dans les torrents, dans les lits des rivières, se sont installés sur des pentes beaucoup trop fortes. Et surtout, on a construit les maisons avant même d'avoir pensé à créer les rues, les voies d'accès. De sorte qu'après le tremblement de terre, les ambulances, les secours ont eu tout le mal du monde à parvenir auprès des sinistrés, auprès des gens qui en avaient besoin. De plus, les normes de construction classiques n'ont pas été respectées. Les immeubles en béton armé qui auraient dû mieux résister se sont eux aussi écroulés. Moins de 10% des bâtiments de la capitale ont fait l'objet d'études d'ingénieurs. La qualité du bâti, la qualité de la construction est extrêmement médiocre. Les sismologues disent souvent que les séismes ne tuent pas, ce sont les bâtiments. C'est une trivialité, mais le séisme d'Haïti l'a bien montré, ce sont des bâtiments fragiles, la grande quantité de bâtiments fragiles qui ont été la cause de la catastrophe. À cette mauvaise résistance du bâti aux mouvements imposés par les ondes sismiques, s'ajoute une particularité de ce que les scientifiques appellent l'épicentre, le point de départ, là où la fracture a démarré brutalement. Il n'a été recensé qu'à 25 km de Port-au-Prince, à côté de Léogane. Dès l'instant de rupture, les ondes sismiques, celles qui font trembler le sol, sont donc arrivées tel un tsunami sur la capitale. Des ondes qui sont classées en deux catégories et n'ont pas les mêmes conséquences sur le bâti. Les basses et hautes fréquences qui sont finalement émises par un séisme, ça représente la période de vibration du sol. Donc si le sol vibre lentement, on est dans le cas de basse fréquence, et s'il vibre très rapidement comme ça, on est dans le cas de haute fréquence. Les basses fréquences impactent particulièrement les bâtiments de plusieurs étages. En fait, plus la fréquence est basse, plus au premier ordre, les bâtiments de grande taille vont être affectés. Les hautes fréquences affectent les bâtiments de petite taille. Donc, tous les bâtiments, finalement, ne sont pas égaux face au séisme. Imaginez, vous êtes sur un tapis et quelqu'un vient tirer le tapis comme ça. Vous subissez une accélération. Donc, si vous êtes un bâtiment, vous subissez un effort qui peut vous faire tomber. Dernier facteur, si certains quartiers ont tenu le choc, d'autres se sont littéralement effondrés. Et c'est la nature du sol qui en est responsable. Les bâtiments construits dans certains quartiers ont bien réagi. Et puis, dans certains cas, vous traversez la rue, vous arrivez dans une autre configuration, un autre quartier, le même type de bâtiment, ça a moins bien réagi. Donc on sait depuis longtemps que non seulement il faut bien construire, mais il faut aussi construire en fonction du sol sur lequel on se trouve. On ne se rend pas compte quand on circule, qu'on a l'impression que voilà, ce qu'il y a sous nos pieds, c'est pareil partout. Pas pour les ondes sismiques, dans certaines zones, et ça peut varier à l'échelle de quelques dizaines de mètres. On passe de rochers qui va affleurer en surface, sur lesquels sont construites des maisons, à des zones beaucoup plus molles qui ont la mauvaise propriété d'amplifier les ondes sismiques. On a des effets qu'on appelle de sites. Donc, comme son nom l'indique, c'est des sites particuliers qui vont amplifier les ondes sismiques. Ça peut être lié à de la géologie.
C'est-à-dire qu'on a par exemple des formations géologiques très meubles qui vont amplifier, ça va être comme un gâteau mou, là, le gélie anglais, là, qui va faire rebondir les ondes, ou des reliefs, des collines au sein desquelles les ondes vont se retrouver piégées, vont rebondir, et ça va être comme un phénomène d'écho. Et ça peut localement amplifier les ondes sismiques, donc les dégâts. À quelques dizaines de mètres près, une onde sismique, lorsqu'elle arrive en surface, peut s'amplifier fortement à cause d'un sol défavorable. C'est l'une des pistes qui font l'objet de recherches approfondies de la part des spécialistes. Cartographier cette variabilité du sol est devenu crucial pour connaître la façon dont les ondes sismiques vont se comporter. Un sol meuble qui a renforcé les ondes, c'est le cas de cet hôtel Grand Luxe. Un établissement de 7 étages avec 145 chambres. Près de 70 personnes y sont mortes avec le séisme. Il y eut quelques rescapés, comme Françoise, accompagnée ce jour-là de sa cousine. Il y avait le cendrier de Coralie qui a commencé à bouger un petit peu. On s'est échangé un regard d'incompréhension, puisque j'ai pas très bien capté ce qui se passait. Et à partir de là, ça s'est assez vite enchaîné, puisque les vibrations ont augmenté, et j'ai eu vraiment un sentiment que tout foutait le camp autour de nous. À ce moment-là, ça a vraiment secoué très 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 fort. J'entendais pas de bruit précis, mais plutôt un bruit sourd, un peu comme dans les films en fait, où on a l'impression d'entendre bouh. L'épicentre du séisme étant très proche, 25 km, Françoise perçoit un grondement qui est en fait celui du frottement des deux plaques l'une contre l'autre. Une proximité qui va s'avérer mortelle. Le bilan du tremblement de terre est effroyable, avec ses 250 000 morts. Mais c'est un chiffre qui s'est alourdi les jours suivants de plusieurs milliers de victimes par l'un des facteurs aggravants des séismes. Ce sont les dizaines de répliques. Ça a secoué très très fort autour de cette faille, et donc les petites failles qui sont présentes à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, voire plus, ont été secouées, et leur voisinage a été aussi distordu par le mouvement sur la faille principale. Et donc ces contraintes nouvelles, cet affaiblissement lié à la vibration vont faire que, elles vont casser 10 minutes plus tard, 2 jours plus tard, 3 mois plus tard. Donc on peut considérer au premier ordre les répliques comme un réajustement, un retour à l'équilibre en quelque sorte du milieu qui vient d'être perturbé par une rupture instantanée. Même si la magnitude peut être plus modérée, et généralement plus modérée que le choc principal, le premier, eh bien les bâtiments sont endommagés. Et donc il n'en faut pas beaucoup forcément pour faire tomber par terre un bâtiment endommagé. Et il y a d'autant plus de répliques que le séisme principal a été important. Les premières victimes de ces répliques sont ceux qui sont coincés sous des amas de ferrailles et de briques, mais aussi les sauveteurs. Les répliques sont une vraie angoisse pour les secours français et pour les secours en général, parce que quand on est en train de travailler sur les chantiers, parfois sous des décombres que l'on a essayé de stabiliser un peu, le risque c'est qu'une réplique survenant, de nouveaux effondrements se passent, y compris sur les secours. On a l'impression que les répliques sont par définition inoffensives. Or, c'est faux. Parce que plusieurs répliques consécutives ont un effet cumulatif. Port-au-Prince s'est aujourd'hui reconstruit, mais dans des conditions similaires à ce qui a été réalisé avant 2010. Les mêmes matériaux, les mêmes emplacements et des normes antisismiques inexistantes. Le pays est l'un des plus pauvres au monde. Ici, on essaie plus de survivre que de se protéger. Pourtant, la probabilité d'un nouveau séisme est certaine. La plaque nord-américaine continue inexorablement d'avancer sur la plaque des Caraïbes. Ce jeu d'autotamponneuse des grandes plaques tectoniques qui provoquent des tremblements de terre est aujourd'hui bien connu. Les chercheurs savent où la planète va se déchirer, et à certains endroits où le chaos est d'ores et déjà pronostiqué. C'est le cas d'un pays célèbre, grâce à sa chaîne montagneuse et de son emblème, le mont Everest. La catastrophe principale s'est abattue plus à l'ouest du pays, à Katmandou exactement.
La capitale du Népal et ses 1,5 million d'habitants. Nous sommes le 25 avril 2015. Il n'est pas encore midi. Le séisme est très violent. 7,8 sur l'échelle de Richter. Le réflexe premier de la population affolée est de sortir au plus vite des bâtiments pour se retrouver au milieu de la rue. Des lieux moins exposés, éloignés au maximum des immeubles qui pourraient s'effondrer. Alors, ce qui s'est passé au Népal, ça a été la rupture d'une grande faille qui fait le contact entre le continent indien et le continent asiatique, en quelque sorte, les deux grandes plaques qui s'affrontent, qui convergent l'une vers l'autre. À cet endroit-là, cette zone de contact bouge à peu près à 2 cm par an. Et donc la zone se comprime. La zone se comprime et la faille de contact, où il y en a une principale, disons, elle reste bloquée. À 2 cm par an, ça veut dire que si elle avait glissé, au bout de 1000 ans, elle aurait fait 20 mètres de glissement. Mais malheureusement, elle reste bloquée. Mais ça veut dire qu'au bout de 1000 ans, si elle n'a pas glissé, elle va glisser de 20 mètres. Et le 25 avril, l'une d'elles va craquer, ce qui va déclencher le séisme. Les deux plaques qui se rentrent dedans et se compriment vont rattraper brutalement tous les mètres qu'elles auraient dû parcourir avant. Le séisme se déclenche en profondeur, à environ 15 km de profondeur, très à l'ouest de Katmandou, une centaine de kilomètres à l'ouest de Katmandou. Il se propage pendant une quarantaine, une cinquantaine de secondes vers l'est, donc dans la direction de Katmandou. Et on connaît très bien cette faille, elle est étudiée depuis très très longtemps, donc c'est elle qui est responsable de l'existence même de la chaîne himalayenne. C'est la collision en fait entre cette plaque indienne et la plaque eurasienne qui a provoqué la croissance de l'Himalaya. Il y a 100 millions d'années, la célèbre chaîne montagneuse n'existait pas. Avec le rapprochement des deux plaques, elle ne cesse de grandir à chaque séisme. L'Everest, avec ses 8850 mètres, mesure ainsi 2 mètres de plus qu'il y a 50 ans. Ces montagnes-là, si elles sont là, c'est que la tectonique des plaques les maintient, et les maintient grâce à des glissements sur ces failles qui sont malheureusement des glissements brutaux, la plupart du temps, et donc sismogènes. Une violence qui s'exprime à l'est du plus haut sommet du monde. C'est toute une ville qui s'est écroulée. En quelques secondes, 9000 personnes sont mortes ensevelies dans les décombres. 500 000 habitations ont été détruites. La durée de la secousse a été presque 1 minute, donc un mouvement fort pendant 40-50 secondes. Donc ça fait peur. Des mouvements, des vibrations, donc des mouvements, des secousses verticales. Et puis des oscillations horizontales, tout ça se mélangeant, faisant que les gens ne pouvaient probablement pas se déplacer. J'étais pas sur place, mais quand on a un séisme de cette magnitude-là sous les pieds, généralement on peut pas se déplacer. Lors du brusque décrochage des deux plaques qui s'affrontent, les ondes sismiques, ces sortes de vagues souterraines qui démarrent à la base de la fracture, se sont déplacées dans le sol d'une manière inhabituelle. Les destructions étaient, pour cette magnitude-là, à cette distance-là, donc quasiment sous la ville, on est quand même très surpris par le faible niveau de dégâts, si je peux parler comme ça, parce qu'on s'attendrait à des mouvements beaucoup plus forts. On a mesuré des mouvements forts, mais des mouvements forts à plutôt basse fréquence. Les mouvements étaient de plusieurs secondes, un peu lents, de grande amplitude. Et donc, il y a quelque chose dans la mécanique de cette faille, peut-être simplement pour ce séisme-là, et malheureusement peut-être pour les suivants, ça ne sera pas pareil, qui fait qu'il n'y a pas eu tant de haute fréquence que ça, et donc l'effet destructeur a été relativement modéré. Mais c'est quelque chose qui reste à comprendre. Les fréquences émises par un séisme représentent la période de vibration du sol. Donc si
le sol vibre lentement, on est dans le cas de basse fréquence. Et s'il vibre très rapidement, on est dans le cas de haute fréquence. Les basses fréquences affectent surtout les bâtiments de plusieurs étages. Plus la fréquence est basse, et plus les bâtiments de grande taille vont être affectés. Durant le tremblement de terre, des dizaines de nationalités différentes se retrouvent dans la rue. Parmi elles, des Français. Le 25 avril, nous sommes 5 amis. Nous sommes allés au Népal, on y va régulièrement. On doit prendre l'avion à 1h de l'après-midi, enfin partir de notre hôtel à 1h de l'après-midi. Donc on fait les dernières emplettes avant de partir. On achète les derniers pashminas, les derniers petits bijoux pour apporter en France. Il y a un gros bruit sourd, un grondement, et puis très vite, en fait, ça tangue très fort. Dans les ruelles, il y avait des personnes qui passaient en motocyclette qui tombent, les gens dans la rue tombent, ça secoue vraiment très très fort, les gens se tiennent les uns aux autres. Moi, je lève la tête et il y avait un temple ancien juste en face, sur la place de Patan, qui s'écroule comme ça dans un nuage de fumée en quelques secondes. Donc là, ça a duré presque 1 minute, je crois. Enfin, après, j'ai lu aux alentours de 50 secondes. C'est assez long quand même, hein. On réfléchit pas. J'ai compris que c'était un tremblement de terre et la seule chose, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Quand est-ce que je vais pouvoir respirer et sortir de ce moment de chaos et de terreur. C'est parce que c'est vraiment ça. Au début, on comprend pas et après, on est maître de rien et on a juste à attendre en espérant que on sera pas touché. La vibration du sol fait du bruit lorsqu'on est proche de la zone de faille, ce qui est le cas pour les Népalais qui étaient au-dessus de la faille. Bien sûr, ils ont entendu le grondement, les coups de canon des petites secousses après, mais le grondement, pendant les 50 secondes, le grondement de cette vibration continue qui vient de toutes ces aspérités de la faille qui cassent les unes après les autres, et plus un mouvement plus basse fréquence qui, lui, ne fait pas de bruit, mais qui peut faire osciller les bâtiments. Et les bâtiments eux-mêmes font du bruit parce que voilà, ils ont une réponse un peu non linéaire et donc ça fait teinter tous les objets dans la maison teintent, même si le mouvement est un peu basse fréquence. Donc il y a du bruit qui vient du grondement de la terre et aussi de la réaction des bâtiments et de tout ce qu'il y a dans les bâtiments. Tous les quarts d'heure, il y avait des secousses et des répliques ou des secousses, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'était suffisamment fort et suffisamment rapproché pour qu'on comprenne que ça n'allait pas s'arrêter comme ça. Les répliques ont continué d'achever des bâtiments sans aucune propriété antisismique. Celles-ci sont simples. Réaliser un bâtiment aux dimensions symétriques pour diminuer les risques de torsion, ne pas construire sur un terrain en pente ou sur un sol mou, ce qui entraîne un enfoncement des fondations et qui permet aux ondes de multiplier l'effet dévastateur du séisme. Construire sur un sol dur offre plus de sécurité, car les roches absorbent mieux les ondes. Enfin, des structures en caoutchouc dans le sol permettent également d'amortir les vibrations. Des croix métalliques en diagonale dans les fenêtres accroissent la résistance aux secousses. Tout cela au Népal est inexistant. Dans les jours qui suivent, des répliques de magnitude supérieure à 5 vont encore détruire des bâtiments. Et 3 autres répliques de magnitude 7 font trembler le sol 1 mois plus tard. Il est très clair que le séisme de 2015 n'a rompu qu'une petite partie de la faille qui est située sous le pays. Ce séisme de 2015, magnitude 7.8, est assez petit, même s'il est très gros, par rapport à ce que l'on pense pouvoir se produire dans le futur et ce qui s'est déjà produit dans le passé historique. Il y a eu de très grands séismes au Moyen-Âge. En 1505, il y a eu un très grand séisme qui a rompu une grande partie de la faille himalayenne sur plusieurs centaines de kilomètres de long, à magnitude
difficile à estimer, mais probablement plus grosse, plus élevée que 8,5. Donc si des séismes comme ça se sont produits dans le passé, il y a de fortes chances qu'ils se reproduisent dans le futur. La partie ouest, elle n'a pas cassé fortement depuis à peu près 500 ans. Donc 1505, un grand séisme qui a cassé tout l'ouest du Népal, dans cet affrontement himalayen-Inde. Et là, la répétition de ces séismes-là, c'est une catastrophe. Ça dépasserait certainement les magnitudes 8,5. Et voilà, vu le taux de convergence, 2 cm par an, 500 ans, ça fait 10 mètres à rattraper. Donc 10 mètres, c'est beaucoup plus que les quelques mètres qu'il y a eu, les 5 mètres qu'il y a eu pour ce séisme. Les Népalais vivent avec ça, en fait. Ils attendent le big one, ils savent qu'ils vont en avoir un très 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 fort. Donc tout le monde disait, c'est peut-être celui-là, le big one. Les Népalais le redoutent. Ils en sont conscients. Ce qu'ils ont vécu n'est peut-être qu'un avant-goût de ce que la faille himalayenne va provoquer. Avant que ce séisme se produise, les sismologues, les paléosismologues, les géodésiens, qui sont tous des spécialistes des tremblements de terre avec chacun leurs outils, avaient pratiquement étaient tous en accord pour dire que cette faille, la faille qui est située sous Katmandou, qui émerge en Inde, elle est capable de produire des séismes de magnitude 8, 8,5, certains disent même magnitude 9. Le séisme de 2015 était un séisme de magnitude 7,8, un petit peu plus petit qu'une magnitude 8. Donc ça veut dire une faille qui est fait 100-150 km de long, une trentaine de kilomètres de large, c'est-à-dire ce n'est une rupture que d'une partie du plan de faille existant. Le séisme du 25 avril au Népal ne s'est donc pas arrêté à Katmandou. Les ondes sismiques ont continué vers l'Everest. Et avec une magnitude de 7,9, c'est toute la région qui va connaître de profonds bouleversements. Car le tremblement de terre a déstabilisé un grand nombre de versants de montagnes. Certains se sont littéralement effondrés. La secousse elle-même, elle fait des avalanches de roches, avalanches de neige. Et ça, c'est encore plus effrayant parce que un bâtiment d'un niveau qui tombe, on a toujours une petite poche de sécurité pour s'abriter. C'est rare que les maisons soient complètement rasées et les gens enterrés dessous. Ça arrive, mais il y a peut-être une maison sur 10, une maison sur 100 dans les villages très touchés. Maintenant, une avalanche qui passe sur un village, il n'y a plus rien. On parle d'un pays qui est aussi assez sensible au changement climatique, dans lequel les glaciers fondent, les glaciers himalayens sont en mauvais état. Et donc ça augmente encore plus le risque de déstabilisation des glaciers. Ces quelques images d'un campement de grimpeurs sur les bases de l'Everest témoignent de la soudaineté de l'avalanche. Oh, fuck! 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 And we try to find the kitchen tent. Oh no, there's no kitchen tent left. The kitchen tent. Le village de Langtang a été complètement rasé par non pas un glissement de terrain, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler une avalanche de blocs de glace et de roches. C'est-à-dire un morceau de montagne sur lequel il y a un glacier. Et le glacier se détache et en même temps des morceaux de roche, ou peut-être que c'est la roche qui est sous le glacier qui a cassé, on ne sait pas très bien. Le résultat est catastrophique. C'est une avalanche extrêmement puissante qui se déverse dans la vallée. On peut parler en tonnes, on peut parler en mètres cubes. Rien n'arrête. La rupture de la faille s'est arrêtée sous Katmandou. Ce qui veut dire que l'autre moitié, qui est toujours soumise à une pression constante du fait des rapprochements des plaques tectoniques, n'a pas encore rompu. Cette partie-là est beaucoup plus proche de la surface, ce qui entraînera un séisme encore plus fort que celui de 2015. Si la magnitude est encore plus forte, on imagine facilement les dégâts que cela pourrait provoquer. D'autant que les bâtiments n'ont pas fait l'objet de travaux antisismiques particuliers depuis 2015. On estime que plus de 90% des habitations, bureaux et commerces ne sont pas aux normes. Pourtant, le coût d'un supplément d'infrastructure ne dépasse pas 10% du gros œuvre. Les matériaux de construction, la position des ouvertures avec les fenêtres, la répartition des masses dans les étages, autant d'éléments qui ne sont toujours pas prévus dans les travaux.
La probabilité qu'il y ait un grand séisme dans les décennies à venir n'est pas négligeable. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance sur 100, une chance sur 10. Par contre, à l'échelle du siècle, elle est extrêmement probable, à l'échelle donc du XXIe siècle. L'épée de Damoclès est là. À l'échelle de l'humanité, elle n'est retenue que par un fil. Un danger omniprésent et une faille prête à s'ouvrir. C'est le cas de bon nombre de régions dans le monde. Mais il y en a une qui là aussi fait craindre le pire. C'est celle qui traverse l'Italie. Globalement, l'Italie s'est coincée entre deux gros blocs, le bloc africain et le bloc eurasiatique. Et puis entre ces deux gros blocs, il y a des petites plaques qui sont un peu coincées. Dont celle qui se nomme plaque adriatique. Poussée par le bloc africain, c'est elle qui a fait naître la jeune chaîne des Alpes, mais aussi celle des Apennins en Italie. Des montagnes sur 1000 km du nord au sud du pays. Cette zone de contact entre deux plaques explique la menace constante qui pèse sur le pays. Le 24 août 2016, à 3h36 du matin, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 va faire basculer un village dans l'enfer. Au petit matin, les images vont bouleverser l'Italie et le monde entier. La ville d'Amatrice et ses 2700 habitants est littéralement en ruine. Toute la zone apennine est une zone de faille extrêmement active, avec des magnitudes 6, 6,5, voire 7 pour les grands séismes historiques, ou peut-être même parfois un peu plus. Et donc, oui, c'est une zone dangereuse. Les villages sont détruits tous les quelques siècles. Mais bon, on reconstruit bon an mal an, voilà. Et quand on a reconstruit ce village après les derniers grands séismes dans cette région-là, c'était dans les années 1700, 1703. Bon, ben voilà, ça fait quand même 3 siècles. Les villages ont été reconstruits plusieurs fois. Les maisons ne durent pas 3 siècles, généralement. Donc, on a un peu perdu la mémoire de ces séismes forts qui sont très destructeurs. Mais on connaît cet aléa, il est parfaitement connu. Le bilan fait état de 300 victimes et autant de blessés. La ville est sinistrée. On peut s'en étonner avec une magnitude seulement de 6,2. Mais c'est en fait un autre facteur déterminant qui explique les ravages des ondes sismiques. La rupture de la faille s'est faite presque en surface. On est autour d'une dizaine de kilomètres de profondeur. Alors ça peut paraître très important, mais ça reste superficiel par rapport au phénomène. 10 km de profondeur. En comparaison des 6500 km du rayon de la planète, c'est l'équivalent de la coquille d'un œuf qui aurait craqué. La surface plus exactement de cette coquille. Vu que c'est superficiel, les ondes sismiques n'ont pas eu le temps d'être atténuées et arrivent encore avec une puissance assez importante. Et de fait, génèrent des dégâts importants. Les maisons construites de manière artisanale ont été littéralement soufflées, avec des effondrements quasi instantanés. C'était le cas beaucoup à Amatrice. Là, on a des matériaux qui se tiennent pas bien et du coup qui ont tendance effectivement à tout s'effondrer d'un seul coup. Donc là, on est dans des scènes où tous les bâtiments sont à terre. Les Américains appellent ça les effondrements pancakes, c'est-à-dire les étages les uns sur les autres qui s'effondrent. Et là, souvent, on a des formes un peu en triangle, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui font comme des points durs et ça s'affaisse sur le côté. Et là, on peut avoir des poches de vie pour les secours. Le séisme a eu lieu vers 3h30 du matin. Beaucoup ne sont pas encore sortis de leur lit lorsque les étages et toitures se sont effondrés. Ce tremblement de terre au cœur de la nuit, avec sa faible magnitude, a sans doute préservé bien des vies. Prenez le cas où on a un séisme qui finalement ne casse aucune maison mais fasse tomber toutes les cheminées. Donc magnitude 5,5, entre 5,5 et 6. Bon ben, de nuit, vous n'avez pas le temps de sortir, il n'y a pas de problème. Les cheminées sont par terre dans la rue. Dans la journée, vous avez 300 morts. L'action du séisme provoque un abaissement du sol de 20 cm. Et le tremblement de terre semble ne pas vouloir s'arrêter. Il a continué de vivre avec des centaines de petites répliques, rendant l'organisation des secours particulièrement risquée. La terre ne cesse de bouger en Italie. Plusieurs régions sont historiquement instables, avec de nombreux séismes. L'un des plus meurtriers a eu lieu dans le sud du pays en 1908. Il a fait 95 000 victimes.
les personnes qui habitent encore dans le bâti historique du centre de l'Italie et de toutes les zones sismiques prennent un vrai risque. Il est clair, c'est presque écrit, qu'il y aura d'autres séismes catastrophiques dans le centre de l'Italie. La botte italienne est donc sous la menace de nouveaux séismes toujours plus dévastateurs. De l'autre côté des Alpes, la France, elle aussi, est sous la menace de ce jeu de plaques tectoniques. Les plaques eurasiennes et africaines qui font trembler l'Italie impactent aussi l'Hexagone. Les Alpes, les Pyrénées, la Provence et même la Bretagne sont des sites sensibles. La métropole est même frappée chaque semaine par des séismes de magnitude 3. Mais les risques sont aujourd'hui très limités. Le vrai danger, il se situe aux portes de l'Europe. C'est un cas sur lequel les experts ont peu de doutes quant à l'issue tragique qui se dessine. Il s'agit de la Turquie et de sa ville phare, Istanbul, avec ses 15 millions d'habitants. On connaît bien les failles actives en Turquie. On les connaît bien qu'en particulier parce qu'elles ont généré des séismes historiques qu'on a vus se déployer au cours du temps, au cours du siècle dernier, le long de la faille nord-anatolienne, qui est la grande faille sismique de la région. La Turquie est prise en tenaille entre la plaque africaine, la plaque arabique et la plaque anatolienne. Le pays est donc soumis à une grande instabilité. De fréquents séismes ravagent son territoire, comme ici en 1999, à Izmit, à 150 km d'Istanbul. La magnitude est de 7,2. On relève 18 000 morts. En 2014, la ville de Van, dans l'est du pays, a tremblé fortement, faisant près de 400 morts sous les décombres. Mais ces mouvements de la Terre, même violents, ne sont rien à côté de celui qui est tant redouté, le fameux Big One. Un séisme terrible, un monstre qui a déjà fait parler de lui dans le passé. On sait que la faille a cassé il y a 250 ans pour la Turquie. Et on sait aussi que, en 250 ans, ça fait 5 mètres à rattraper. Et 5 mètres à rattraper en glissant brutalement. Et comme il se trouve que les grands séismes des régions qu'on regarde, c'est typiquement des glissements de 5 mètres, eh bien on se dit que la faille est mûre pour casser. Si la cassure se fait brusquement sur cette plaque anatolienne, les chercheurs du monde entier écrivent un scénario apocalyptique. Un certain nombre d'ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une grosse catastrophe. C'est d'abord l'emplacement de la faille, qui, si elle continue à décrocher, a dans son viseur des millions d'habitants. La prochaine propagation, elle affectera un segment de faille qui se trouve très proche, en face de la capitale, Istanbul. Istanbul est en quelque sorte au bout du canon. Et la deuxième inquiétude, c'est la ville en elle-même, avec un bâti incapable de faire face à un séisme. L'urbanisation y est galopante et les constructions sont faites sans prendre en compte le risque sismique. 10 ans après le grand tremblement de terre de 1999, sur les 1730 écoles vulnérables, moins de 250 ont été renforcées. Sur les 635 bâtiments hospitaliers, seuls 3 ont été consolidés. À Istanbul, les normes antisismiques sont peu appliquées. Et pourtant, les scientifiques y estiment à 65% la probabilité d'un séisme géant dans les 20 ans qui viennent. Ça doit déclencher des mesures de protection de grande échelle. Istanbul est aujourd'hui le symbole de ces villes qui ne cessent de grandir et qui, dans le même temps, ne prennent pas les mesures nécessaires. Nous avons franchi le cap d'une société où les urbains sont plus nombreux que les habitants des campagnes. De fait, les prochains séismes risquent de nous impacter encore plus fortement que par le passé. Connaître le timing des prochains tremblements de terre, voilà donc le nouveau défi des chercheurs. Pour travailler sur la prédiction des séismes, à défaut de vraiment pouvoir prédire longtemps en avance, il y a une voie de recherche qui est celle des précurseurs déjà. Donc c'est d'essayer de voir si, de manière systématique, il y a des phénomènes qui seraient observables quelques jours, quelques heures avant un séisme. Dans certains cas, suite à des observations sur le terrain, on sait qu'avant qu'un séisme ait lieu, le milieu géologique, c'est-à-dire les roches alentours, est profondément bouleversé. Les roches
roches se fissurent, ce qui rend le travail des scientifiques très difficile. Aujourd'hui, on connaît mieux ces phénomènes souterrains, spécifiques des tremblements de terre. Une des pistes, en tout cas, de recherche actuelle, c'est de mieux comprendre ce phénomène d'endommagement des roches avant un tremblement de terre, pour pouvoir déterminer dans quelle mesure ça contient des informations sur le séisme à venir, sur son timing, et puis aussi sur sa taille, évidemment. La recherche avance, mais le temps presse. Aujourd'hui, une dizaine de villes dans le monde, avec chacune plus de 8 millions d'habitants, sont installées à la limite des plaques tectoniques, là où les tremblements de terre se déclenchent. Les prévisions sont donc pessimistes. Un séisme de magnitude 7 à Téhéran, par exemple, ferait 1 500 000 morts. Une chose est sûre, le cœur de la planète, avec ses 5000 degrés, n'a pas fini de faire se déplacer les plaques tectoniques, telles des pièces d'un gigantesque puzzle jamais terminé. On estime que le noyau aurait seulement perdu entre 3 et 6 degrés depuis la disparition des dinosaures. Ces forces de la nature, totalement incontrôlables, n'ont donc pas fini de nous faire trembler.